Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue et bonsoir Théo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis content de pouvoir échanger avec toi et faire un petit tour d'horizon de l'actualité politique, sociale, internationale, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, on a été pris dans pas mal de choses à produire pour nos révolutions. On est engagé aussi dans la bataille pour une orientation radicale et unitaire au congrès du Parti communiste français. Donc tout ça fait que voilà, ça faisait quelques jours qu'on n'a pas eu le temps de se retrouver pour ces formats vidéo qu'on fait maintenant, ces formats podcast qu'on fait maintenant régulièrement. Donc on va apporter chacun des sujets et voir un petit peu ce qu'on a à en dire. Euh, Peut-être, je ne sais pas si on peut parler peut-être du 1er mai, parce que le 1er mai, c'est dans quelques jours, là, hein, c'est ce vendredi. Et cette année, comme je crois l'année dernière, comme peut-être depuis quelques années, il y a eu des polémiques montées par les macronistes et par la droite pour essayer de remettre en cause le 1er mai. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Ouais, en effet, c'est vrai que cette année, on est même passé, pas loin d'avoir un 1er mai, retoqué. Donc un peu pour remettre en contexte, donc il y a une proposition de projet de loi au Sénat qui vise à élargir, enfin assouplir, hem, les, hem, les normes en fait autour de qui peut travailler le 1er mai. Et en fait, Gabriel Attal s'en saisit et commence à mener toute une campagne autour de, oui, nos petits patrons, les boulangers, les fleuristes, c'est scandaleux qu'ils puissent pas travailler alors que, McDo, peut ouvrir le 1er mai. Et donc il lance une pétition, sous les réseaux, on voit plein de vidéos où il il brande sa baguette comme symbole de liberté. Hem, donc voilà, donc l'idée, c'est de dire, au fait, le projet de loi, il va juste, parler des petits artisans que sont les boulangers et les fleuristes, mais bah, en fait, c'est ça au-delà de ça, la CGT, elle alertait déjà, sur le fait que ça allait surtout bénéficier aux grands groupes, pas tellement aux petits artisans, quoi. Et surtout, en fait, que ces artisans, ils ont déjà des dispositions, pour ouvrir le 1er mai. En fait, l'interdiction du 1er mai, c'est pas qu'ils puissent pas ouvrir, c'est qu'ils ne peuvent pas, obliger leurs salariés à venir. Donc en fait, si, le propriétaire d'un fleuriste ou d'une boulangerie veut tout seul ouvrir, vendre son pain, vendre ses fleurs, il peut. Il y a même certaines dispositions dans la loi qui, assouplissent, l'emploi ce jour-là de membres de la famille. Du coup, en fait, la question c'est pas est-ce qu'on peut ouvrir ou non en tant que fleuriste ou petit patron, quoi, mais, c'est est-ce qu'on a le droit d'exploiter les salariés ce jour-là, quoi? Hem et donc il y a déjà cet aspect-là, mais surtout il y a cet aspect de, ah, sur la base du volontariat. Et bon, on sait ce que ça veut dire le volontariat, dans un rapport de subordination, salariale. Le volontariat, c'est, coup de pression, c'est, enfin c'est surtout, c'est un gros coup de pression sur le salarié et généralement, bah, il est, bizarrement volontaire. Hem, donc voilà un peu, et aussi surtout, ça toucherait aussi d'autres secteurs. Donc voilà un petit peu les, hem, le fond un peu de sa démarche. Et du coup, c'est assez intéressant parce que, donc, il s'en sert quoi, il s'en sert, il s'en saisit à l'Assemblée. Et les syndicats font front commun, contre. Le parti communiste, français, heu et l'AFI, il me semble, hem, menacent de déposer une motion de censure. Le PS menace de déposer une motion de censure. Et du coup, ce que fait, la Macronie, c'est de présenter une motion de rejet préalable de leur texte, qui, par tout un imbroglio de droit, parlementaire, fait qu'en fait, sans débattre, sauf si le texte est rejeté sans débattre,
il est quand même considéré comme c'est quoi déjà le mot? J'ai plus le mot. Non, comme étudié. Voilà. Il est déjà considéré comme étudié. Et du coup, ça peut aller en CMP, donc en commission mixte paritaire, et assez rapidement, voilà, arriver sur une version du texte et le faire passer, quoi. Et l'idée, c'est de le faire passer vite pour que dès ce 1er mai, il y ait il y ait comment ça s'appelle? La possibilité, en fait, de la mise l'entrée en vigueur de la loi, quoi. En fait, ils refont, enfin, comment dire, on est toujours dans la même séquence, en fait, les législatives de 2022 et surtout depuis la dissolution de 2024, qui s'est pas passée comme les macronistes l'auraient espéré. Et en fait, depuis, ils trouvent tous les artifices ou tous les bidouillages possibles et imaginables pour essayer de contourner le fait qu'ils ne sont pas majoritaires au Parlement et certainement pas dans le pays. En tout cas, ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le dernier truc en date. Et je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à continuer de faire comme ça, parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de faire comme ça, non seulement ils sont battus, mais ça fait grandir le... Enfin, euh, ils, ils, ils- ils oublient complètement le fait, ou en tout cas ils nient l'évidence qui est que pour qu'une loi passe et puis pour qu'une loi soit acceptée dans le pays, il faut qu'il y ait enfin, il faut que les gens considèrent que le pouvoir politique a un minimum à respecter ses propres règles. Or là, c'est plus le cas depuis 2 ans. Donc on a quand même une situation assez particulière. Ouais, ouais, c'est intéressant. Pour moi, c'est un peu, moi, je le vois aussi comme aussi un abandon, en fait, du champ politique par la Macronie, dans laquelle, en fait, hem, en fait, c'est un pouvoir gestionnaire, quoi. C'est qui a des limites légales, quoi, et qui est: «Comment est-ce que j'optimise, ces limites légales?» C'est pareil que des patrons, quoi, dans des startups et cetera. Ils sont en mode: «OK, bah, voilà mes règles du jeu. Comment je peux exploiter un maximum mes règles du jeu?» Là, ce qui se passe avec, cette espèce de motion de rejet préalable, c'est un dé enfin, qui est proposé par, le groupe qui propose le texte, c'est un détournement de procédure. C'est pas, illégal, mais en effet, genre ça a aucun sens, d'un point de vue, politique, quoi. Il y a pas de il y a pas de consensus, il y a pas de il y a pas de base, quoi, en fait. Il y a pas de base sociale pour ce texte, quoi. Mais c'est un détail. Pouvoir gestionnaire, il y a aussi le fait qu'en fait, c'est un poulet sans tête maintenant, les macronistes, enfin, et la droite, tout cette espèce d'espace politique qui nous a gouvernés là pendant un peu plus enfin, pendant une dizaine d'années, en gros. Euh, Tout cet espace politique-là, en fait, ils sont tous en train de partir d'un côté et de l'autre. Et en fait, Gabriel Attal, il est quand même candidat à la présidentielle. Donc tous ces gens-là, ils pensent toutes les propositions qu'ils font pour essayer de se distinguer dans un espace qui est extrêmement compétitif. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, au-delà d'aider soi-disant les petits fleuristes qui sont égorgés ou je sais pas quoi, parce que c'est des spécialistes d'essayer de trouver à chaque fois euh, comment dire, des espèces d'images là de gens qui seraient sacrifiés et qu'il faudrait venir sauver, etc. Euh, mais en fait, c'est qu'il voulait accrocher à son tableau de chasse le 1er mai, enfin, ou dire qu'il avait accroché à son tableau de chasse le 1er mai. Donc c'est une bonne chose qu'il soit pris les pieds dans le tapis. Et d'ailleurs, il me semble, j'ai pas suivi vraiment les derniers développements, mais il me semble que Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, en avait profité pour aller à l'offensive, au contraire, et dire, bah, en fait, nous, on va pas parler du 1er mai, on va parler d'un nouveau jour férié qu'il faudrait conquérir pour les salariés, ça serait le 8 mars. Et effectivement, ça paraît assez logique de se dire que la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, qui est une journée quand même maintenant assez massive du point de vue, c'est pas une journée de grève, quoique, il me semble qu'il y a maintenant des grèves féministes
qui se développe dans certains secteurs. Mais c'est une journée de revendication qui, ces dernières années, s'est très largement massifiée, qui concerne évidemment les femmes, qui concerne aussi beaucoup d'hommes d'ailleurs qui se mobilisent en solidarité. Et donc, c'est pas complètement incongru de se dire que ça pourrait être effectivement un jour férié pour permettre cette mobilisation la plus large. C'est une des grandes journées autour de l'émancipation du genre humain. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que ça serait pertinent de nourrir ce débat-là pour un nouveau jour férié? Ouais, ouais, je pense que ça serait en effet un jour férié, un bon jour férié. Je pense qu'il y a aussi plein d'autres dates qu'on peut férialiser pour mettre, aussi à l'honneur, l'histoire, et les luttes en fait, ouvrières. Mais moi je voulais revenir hem, sur ce que tu disais sur en fait ils arrivent plus à ils ont plus la capacité à avancer sans heurts, quoi. Donc c'est vrai quand tu vois le début des 10 années de Macron, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était les ordonnances, travail, c'était expéditif, et c'était la continuation des lois El Khomri et cetera de l'année précédente. Mais je sais pas si tu te souviens, c'était d'une violence, c'était, hop, ça arrive, on fait voter et emballer, c'est peser. Là, en effet, on a un gouvernement qui est un peu aux abois, quoi, qui, galère, à faire passer. Et puis moi, ce que je trouve assez intéressant dans ce cas du 1er mai, c'est que, juste après donc ils retirent, la PPL et heu, Gabriel Attal fait un tweet dans lequel il dit, en gros: «J'ai demandé au service de l'État», ou Le Cornu dit, «J'ai demandé au service de l'État de, ne pas pénaliser, les artisans, les fleuristes et boulangers qui ouvriront avec son travail leurs salariés», quoi. Donc on a même, un pouvoir, politique qui, à défaut de réussir à imposer des nouvelles normes, en fait, ne se soumet même demande à ses corps, quoi, de ne pas respecter le droit. De ne pas faire appliquer la loi, oui. Ouais, et du coup, en fait, c'est la c'est la définition de l'état de droit, c'est un état qui se soumet aux règles qui édictent. Et là, on est clairement dans une rupture, quoi. Je pense que la gauche là-dessus d'ailleurs, à moins que j'ai pas suivi toutes les réactions sans doute, mais je trouve que la gauche a pas été assez mordante là-dessus. Parce que, je veux dire, c'est quand même incroyable comme tu dis, ils arrivent pas à faire passer leur merde là, personne en veut et cetera. Il y a une opposition co je veux dire, c'est comme si après la réforme des retraites, il y avait des gens qui avaient dit: «Oui, bah, on va donner pour consigne que, bah, les gens qui veulent partir plus tôt on va permettre aux gens de partir plus tôt, puis on va pas pénaliser parce que voilà». Bon, tout ça montre bien que, dans la bouche de ces gens, effectivement, les notions d'état de droit, de république, de bon, ça veut tout simplement dire, c'est les conditions pour que je puisse, me servir et servir mes amis et mes intérêts de classe, quoi. Donc, ça illustre parfaitement effectivement, qu'il y a rien à attendre de ces gens, y compris du point de vue de la préservation de principes des principes qu'ils prétendent incarner. Mais pour moi, oui, justement, ça enlève, en fait, tout, hem, je sais pas comment dire ça, mais l'idéalisme, parlementaire, qu'on pourrait avoir. En fait, là, actuellement, ça sert à rien d'avoir, d'avoir des parlementaires qui votent contre ou pour une loi si, en fait, au final, on a un exécutif qui se permet de demander, à comment dire? À ses corps de ne pas respecter telle ou telle règle. Là, on parle de l'inspection du travail, mais heu, encore une fois, on peut imaginer, bah, qu'est-ce qui se passe si, c'est la police, si c'est l'armée? Enfin, je trouve qu'en fait, qu'il y a ça crée des précédents qui sont d'autant plus effrayants que, les présidentielles nous promettent aussi il y a un risque, quoi, un risque réel de comment ça s'appelle?
j'oublie mes mots, de conquête du pouvoir, par l'extrême droite. Là, on a des gens qui en face de nous sont des démocrates, des libéraux et cetera. Qu'est-ce qui se passe quand en fait, le pouvoir, d'État tombe dans les mains de fascistes? Et en fait, on se rend compte que ouais, vas-y. En tout cas, ils auront bien préparé, le travail point par point. Le possible basculement autoritaire de la France, il aura bien été préparé par ces gens-là et main dans la main avec le RN puisque sur le 1er mai, par exemple, il me semble ils étaient en soutien et cetera. Donc, je pense que le possible basculement autoritaire ou le possible basculement fasciste, à l'extrême droite et cetera, on l'appelle comme on veut, du pays, il faut le voir vraiment comme une coproduction entre les macronistes, la droite et l'extrême droite. C'est ce que je pense en tout cas. Ouais, ouais, Et par rapport à ce que tu dis sur le parlement, effectivement, moi je pense que c'est très utile que la gauche ait des parlementaires, que la gauche de combat en particulier ait beaucoup de parlementaires. Mais je suis d'accord avec toi, il faut voir l'ensemble des dimensions du rapport de force. Il y a le rapport de force au Parlement, mais parce que le Parlement, c'est pas que voter des lois et faire des petits amendements sur des bouts de papier, etc. Même si des amendements sur des bouts de papier peuvent avoir leur intérêt, mais c'est aussi être en résonance avec les mobilisations dans le pays lorsqu'il y en a. Il est évident que lorsqu'il y avait eu les députés de la NUPES à l'époque s'étaient tous levés en chantant la Marseillaise quand Borne avait fait son 49-3. C'était un moment politique qui n'était pas parlementaire. Je veux dire, c'est pas dans le règlement. D'ailleurs, les députés sont pas censés faire ça, etc. Donc, mais il y avait une telle colère dans le pays que ce geste-là, c'était pas un geste de procédure, c'était pas un geste parlementaire, mais il est entré en résonance avec le pays et il a permis peut-être même d'amplifier la mobilisation qu'il y avait à ce moment-là. Après, évidemment, si on en reste à même 200 mecs qui sont dans le Palais Bourbon et qui chantent ou qui font des amendements ou qui s'opposent ou qui gagnent un vote, ça suffit pas. Il faut que ça soit en permanence le, le relais et en liaison avec des millions de gens qui, dans le pays, se mobilisent, luttent, s'expriment, etc. Là-dessus, je pense que on est d'accord, quoi. Moi, je voulais aborder, justement tu as abordé le fait que la remise en cause du 1er mai par, Gabriel Attal et par la droite, ils l'ont amené en disant: «Oui, mais les petits fleuristes, les tout petits boulangers» et cetera, en se disant, je ne sais pas, peut-être si on met «petit» devant quelque chose, ça le rend plus intéressant. C'est comme si on dit: «Bah, un chat, c'est mignon, mais alors un chaton, c'est irrésistible». Donc là, donc je voulais aborder avec toi la question des petits patrons qui quand même est en train de prendre une place assez importante dans le débat public. Alors, Gabriel Attal, OK, mais aussi à gauche, il y a 2 choses qui m'y ont fait penser. La première, on l'avait déjà abordée à plusieurs reprises, c'est la question de la France insoumise et des petits patrons. C'est aussi un sujet que Stéphane Peu, député communiste, a abordé lors de son débat avec Jean-Luc Mélenchon, à l'Institut La Boétie. Donc voilà, la question du rapport de la gauche aux petits patrons et aux grands patrons aussi d'ailleurs, en ce moment, c'est un objet du débat public et donc je pense que c'est bien qu'on en parle. Donc 1re chose, la FI, va organiser, je crois que c'est pas encore, passé, une journée d'études avec un certain nombre de petits patrons en considérant qu'il y a, aussi des petits patrons insoumis et donc dans l'optique d'une prise de pouvoir par la gauche, ils veulent travailler avec ces gens-là, des gens qui sont en convergence de vues avec eux politiquement, mais aussi des gens qui pourraient avoir intérêt à leur politique. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième, c'est que François Ruffin, qui est donc candidat pour la présidentielle, était à Lyon ce week-end et il a fait une intervention. Ça a été relayé par l'Humanité, d'ailleurs, qui s'en est offusqué, à juste titre, à mon avis. C'est qu'en gros, il a dit bah, moi, je serai un bon candidat pour la présidentielle. J'ai un CV qui parle pour moi. J'ai été petit patron, puisqu'il a été responsable de Fakir, qui était un média indépendant.
Et dans le cours de son développement, à un moment, il dit: «Oui et d'ailleurs, il y a un problème sur le pouvoir d'achat, c'est que quand on veut augmenter un salarié de 100 €, bah, il faut sortir 400 € parce qu'il y a la question des cotisations sociales et donc ça, c'est un problème». Bon, il a juste dit ça, je ne crois pas qu'il ait parlé de charges, enfin qu'il ait repris vraiment exactement le discours sur les charges, mais moi, ça m'a choqué, parce qu'on a déjà toute la droite, toute l'extrême droite qui sont sur ce truc-là en permanence, sur l'histoire des charges qui pèsent ou je sais pas quoi, bon et qui l'utilisent pour, leur programme de destruction de la sécurité sociale, et donc là encore, on a, quelqu'un qui se revendique, qui est à gauche, qui se revendique de la figure du petit patron et qui dit: «Bah, voilà, on est enfin, grosso modo, il y a un problème, c'est quand on doit payer un salaire direct, on doit aussi payer du salaire, indirect au travers de la socialisation des soins de santé, de la retraite, et cetera». Donc, je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça, de la figure du petit patron dans le débat public et du fait que la gauche semble, enfin une bonne partie de la gauche semble peu vaccinée contre cet argumentaire-là, quoi. Ouais, je pense que c'est intéressant parce que c'est là où réside quand même une très grande, enfin, c'est un bel exemple des différences d'analyse, entre, l'AFI et les FI adjacents et les communistes. Hem, le prisme des communistes, c'est, le rapport de classe. Le rapport entre son patron un patron et un salarié et la dynamique et le moyen par lequel, lorsque, le salarié, produit de la valeur, et bien, il y a une énorme partie de la valeur ajoutée qui est captée par, heu, par le capitaliste, par le patron et en fait, c'est ça pour moi, c'est un point qui est assez intéressant parce que du coup, il indique vraiment une différence de chemin. Pour nous les communistes, heu, enfin pour moi en tout cas. Ce qui est enfin, ce qui est important, c'est de enfin, l'objectif, c'est de détruire, en fait, ce rapport de nomination. C'est de mettre en place, non, pas mettre en place, c'est de mettre en mouvement, des masses, ouvrières, des masses, prolétariennes pour, justement arriver à faire la révolution et à comment dire? À renverser, en fait, ce système. L'approche de la FI, qui est une approche, démocrate classique, quoi. C'est, OK, l'exploitation, c'est mal. Il y a presque un côté, moral de la pauvreté, quoi. En gros, bah, un petit patron, ça peut aussi être un petit patron pauvre. Ça, je pense, c'est une réalité. Il y a plein de petits patrons qui ne sont pas des grands milliardaires et cetera, mais c'est pas la question. La question, elle est pas sur, où est-ce qu'on met une ligne, sur une échelle de revenus. La question, elle est de qui joue quoi, qui joue quel rôle, en fait, dans le système de production et c'est intéressant parce que bon, OK, on dit: «Ah, les petits patrons, ils souffrent et cetera». Mais en même temps, c'est boulevard Strasbourg à Paris. Depuis un mois, il y a 13 coiffeuses, enfin 13, ouais, 13 coiffeuses dans un salon de coiffure, qui font grève, contre justement des traitements, assez, inhumains pour leur régularisation et oui, c'est un petit patron, la personne qui tient ce salon de coiffure. Peut-être qu'elle a du mal à boucler ses fins de mois, mais c'est pas la question encore une fois et pour moi, je pense que c'est un bon indicateur des différences en fait, politiques et d'objectifs politiques entre, de la FI et et de nos et des communistes. Alors je voudrais revenir sur 2 aspects. Je suis d'accord avec toi. Enfin, la différence entre l'AFI, qui porte un programme de gauche, je veux dire relativement, classique, qui est pas enfin qui est qualifié d'extrême gauche par le pouvoir parce que, pour le pouvoir, tout ce qui est plus à enfin voilà, Gabriel Attal, c'est vraiment la limite de ce qu'ils peuvent tolérer. Mais Centre-gauche, Gabriel Attal. c'est vraiment un programme de gauche classique, enfin voilà, Ouais, combatif, gauche radicale effectivement, mais il y a rien d'absolument, incroyable et donc moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que le rôle du parti communiste, ça devrait être de pousser le curseur beaucoup plus à gauche sur à peu près sur l'essentiel des sujets et notamment sur le plan social. Mais par contre, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait.
C'est-à-dire que ce que tu décris, un parti communiste qui organise, bah, en tout cas, c'est pas ce que fait la direction du parti communiste et c'est important d'en parler parce que, Roussel a encore fait, une publication sur les réseaux sociaux dans lequel il dit, voilà, en lien avec les employeurs, une journée avec, France Travail pour permettre, enfin, vraiment un propos complètement lénifiant. Et il avait fait aussi autre chose, que je souhaite rappeler parce que parfois, il y a des gens qui vivent dans une réalité alternative et qui veulent pas voir ce qui leur convient pas. Il y a quelque temps, il était allé dans le sud-ouest, je crois que c'était dans le Gers et il était allé visiter une entreprise de confiture qui s'appelle, Georgelin, je crois, bon. Et il avait rencontré le gérant de cette entreprise, donc ils avaient parlé de tout un tas de choses et Roussel avait valorisé le produire français, le fait que c'était bien que les confitures soient produites là, en France, et cetera. Soit, pourquoi pas. Et le patron, là, pour le coup, je ne sais pas si c'est un petit patron, hein, pour le coup, à ce moment-là, il a dit: «Oui, mais c'est pas ce que disent certains, parce que la CGT, ils me cassent beaucoup de sucre sur le dos, voilà, ils valorisent pas ce qui est fait et cetera». Et Roussel de répondre: «Oui, mais vous avez bien compris que c'est pas mon discours». Donc on a un problème de positionnement de classe et d'intérêt de classe au niveau de la direction du parti communiste, c'est-à-dire Fabien Roussel et son équipe, qui se positionnent régulièrement, non seulement en hostilité avec, un certain nombre de forces de gauche et notamment la première, la France insoumise et Mélenchon, ce qui est un problème politique grave en termes de solidarité de classe, mais il se positionne aussi régulièrement en situation d'hostilité avec des salariés en lutte et il l'avait fait à cette occasion-là. Je pense que c'est important de le rappeler, mais sinon je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que des communistes devraient porter un programme beaucoup plus à gauche que la FI et c'est le deuxième point que je voulais aborder, et ne pas traiter cette question des enfin, déconstruire cette catégorie politique des petits patrons. Je crois que d'ailleurs la FI le fait un petit peu, hein, aussi, hein, s'il faut, être tout à fait honnête. C'est-à-dire que, comme tu le dis, la question, c'est pas, de créer, enfin, à quel moment on passe d'un petit patron à un gros patron d'ailleurs? C'est une catégorie, c'est un peu fumeux comme catégorie. Mais par contre, il y a la question de: est-ce que tu travailles pour gagner ta vie ou est-ce que tu profites du travail des autres? Est-ce que tu diriges le tra Voilà, après, il y a plein de situations où on est sur des niveaux de, c'est pas noir ou blanc, on est sur des niveaux de gris avec des petits patrons qui effectivement se font des revenus très confortables, profitent du travail des autres, mais sont aussi, voilà, en train de travailler. Et à d'autres endroits, c'est aussi des salariés plus plus quoi, entre guillemets, c'est auto-entrepreneurs salariés. Donc il y a plein de situations. Après, je pense et je terminerai là-dessus, la question c'est aussi qu'est-ce qu'on leur propose à tous ces gens? Qu'est-ce qu'on propose à tous les gens qu'on peut solidariser avec la lutte des travailleurs? Et je pense qu'on a toute une question avec tous les gens qui sont issus de l'auto-entrepreneuriat, notamment avec tout ce qui s'est développé depuis 10 ans, et plein de gens qui ont monté leur activité et qui sont parfois solidarisés sur des discours de la droite, sur mais vous vous rendez bien compte, l'assistanat, et puis toutes les normes, etc. Mais qui, de l'autre côté, ont vraiment des problèmes de type de salariés ou d'indépendants, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune sécurité. Et donc, je pense qu'il faudrait arriver à proposer à ces gens qu'on en finisse. Et ce que pourraient proposer les communistes, c'est qu'on en finit avec l'exploitation du travail d'autrui, mais par contre, on vous met en sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est fini le fait de voir, d'être complètement pressurisé par, des donneurs d'ordre, d'être soi-disant indépendant, mais en fait de contrôler pas grand-chose de son activité parce que l'économie, elle est quand même gérée par BlackRock, par Amazon, par, Cargill, enfin voilà, par les grands conglomérats capitalistes. Et du coup, je pense qu'il y aurait un dialogue, productif et intéressant à avoir pour le coup avec, des gens qui ont le statut, de petits patrons ou d'indépendants, quoi. Plusieurs Plusieurs aspects, aspects, moi, moi, qui qui m'intéressent dans m'intéressent ce dans que ce que tu tu dis. dis. Je Je considère considère pour le pour le côté côté auto-entrepreneur. auto-entrepreneur. Pour Pour moi, moi, l'auto-entrepreneur l'auto-entrepreneur n'a n'a d'entrepreneur d'entrepreneur que que le le nom. nom. Généralement, Généralement, ce ce sont sont des auto-entrepreneurs, tu auto-entrepreneurs, tu pourrais pourrais dire dire auto-salariés, auto-salariés. quoi. Souvent, Souvent, ce ce sont sont des des petites petites entreprises, entreprises,
Enfin, ce sont des personnes qui gagnent, je crois que si mes souvenirs sont bons, de mes années d'auto-entrepreneur, c'est maximum 72 000, un truc comme ça, euros de chiffre d'affaires maximum par an. Ouais, et puis Ok, vraiment, quoi. et puis t'as pas de chômage, je crois, où il faut souscrire à une Ouais, assurance. voilà, mais voilà, exactement, mais tu pas grand-chose et cetera. Donc en fait, il était pas alors, mon point, c'était de dire, d'un point de vue, droit, ce que tu dis en effet, peu de cotisations chômage, peu de cotisations retraite et cetera. Mais surtout, moi, ce qui est intéressant, c'est genre comment est-ce que ces entreprises, ces auto-entreprises interagissent avec d'autres les autres entreprises sur le marché. Et généralement, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, souvent, c'est des rapports salariés. Quand tu es, enfin, c'est des rapports salariés un peu déguisés, quoi. Quand tu es Uber, bah, en fait, ouais, OK, tu peux faire, tu as 3 portables et tu fais, Uber, Deliveroo, 2 portables. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme appli, mais voilà, donc tu fais ça. OK, mais du coup, genre, tu es hyper dépendant, de ces plateformes-là. Tu bosses que pour elles. En vrai, tu es un employé mal payé, quoi. Parce que tu pas, les droits, et cetera. Donc je pense que beaucoup de gens qui sont dans ce statut d'auto-entrepreneur-là, en fait, sont dans des rapports qui ressemblent plus à des rapports salariés qu'à des rapports, entreprise, quoi. Fournisseur, donneur d'ordre. Avec, tout le désavantage et sans les protections, en effet, du statut de salarié, quoi. Et donc pour moi, je suis d'accord, ces gens-là, ils ont tout intérêt et on a tout intérêt à les agréger dans nos luttes. Tu parlais de mise en sécurité sociale, mais mais au-delà de ça, je pense que même il y en a qui bénéficieraient d'être des salariés. Ça avait été les combats, autour des livreurs Uber, il me semble, à un moment donné, ou des chauffeurs Uber. La question, c'est est-ce que c'est des salariés ou est-ce que c'est des entrepreneurs? Hem et du coup, vu que leur réalité matérielle. La liberté et la démocratie au travail aussi, parce que ce qui a amené parfois plein de gens à choisir des statuts d'auto-entrepreneur, ou enfin, même s'ils sont pas du tout dupes sur, le fait que c'est par ailleurs une arnaque, c'est le fait de pouvoir décider eux-mêmes de leur travail et tout ça. Et du coup, Exactement, et d'en bénéficier des fruits. Moi je pense qu'il faudrait arriver à leur proposer à la fois les protections du salariat et la démocratie au travail, et dans ce qu'on défend en termes L'autonomie. d'économie planifiée et démocratique, c'est effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. On défend le fait qu'il y a une démocratie dans chaque entreprise, dans chaque service, enfin la démocratie à la base, mais aussi la planification démocratique au sein de chaque branche économique, entre les branches, etc. C'est tout le travail qu'on a engagé. Il y a eu des articles là-dessus sur nos révolutions, sur la planification. Et c'est effectivement assez important, quoi, parce que si on promet juste la démocratie dans des entreprises de 3 ou 4 salariés, dans un monde qui est gouverné par des capitalistes féroces et extrêmement violents qui écrasent tout, ça n'a aucun sens. Donc évidemment, il faut mettre à bas les grands capitalistes et organiser l'économie de manière rationnelle et démocratique, quoi. Ouais, ouais, après, il y avait un autre point qui était sur, l'AFI, pourquoi il se tourne aussi vers ces groupes sociaux-là. Moi, ma lecture, c'est aussi l'AFI est un groupe politique en recherche en construction permanente, quoi, de base sociale. Hem, le parti communiste a une base sociale, ou en tout cas, dans l'idée, ça change pas mal, mais qui est assez claire. D'un point de vue, méta, c'est le prolétariat. Et on peut définir, hem, heu, du coup des couches spécifiques qu'on peut aller targeter. On parle dans le texte communiste partout et dans le texte communiste à l'offensive aussi d'ailleurs de secteurs clés par exemple de l'économie du pays et cetera. Mais je pense que c'est pas trop le cas pour l'AFI. L'AFI, ils sont toujours en recherche permanente d'aller chercher des groupes différents et de les agréger et pour avoir une espèce de vocation majoritaire. Et du coup, quand tu fais, cette recherche, quoi, de
cette construction du bloc social, bah, tu as aussi des compromis, quoi. Des compromis un peu de classe et moi, je pense que ça doit être aussi le rôle, des communistes et le rôle de l'implication des communistes dans la campagne présidentielle, c'est de dire, «OK, on a une campagne». Ma théorie, c'est qu'il y a quand même il y a une campagne qui est déjà en dynamique, qui va avoir, de la dynamique, qu'il faut appuyer un maximum pour avoir des chances de déjà se qualifier au deuxième tour et potentiellement de gagner. Heu, donc c'est, la France insoumise. Et ben, en fait, il faut les pousser vers une base sociale que nous, on pense révolutionnaire. Le petit patron n'est pas révolutionnaire. Le petit patron, le jour où il pourra, où il aura, quelqu'un qui viendra enfin, une offre politique, qui lui convient plus, à lui qu'à ses salariés, bah, il la suivra, quoi. Il suivra ses intérêts de classe. Et du coup, c'est bancal, quoi. Ma théorie, c'est que mon point, c'est que c'est assez bancal et que du coup, c'est aussi notre rôle d'amener, l'ensemble, en fait, de la gauche, plutôt anticapitaliste, radicale, vers, en fait, des bases sociales plus révolutionnaires. Après, oui, oui. Bah, je suis d'accord avec la perspective que tu traces. Après, je pense que c'est enfin, je pense pas que la base sociale de la FI, ça soit les petits patrons, ni que ça puisse le devenir, et je pense pas qu'ils le souhaitent en particulier. Je pense qu'ils En fait, tu travailles à une alliance de classe, quoi. C'est ça mon point, c'est qu'ils essaient de construire, en fait, une base une base sociale pour leur comment ça s'appelle, pour leur mouvement, dans lequel, en fait, il y a plein de groupes et qu'ils agrègent notamment des groupes qui n'ont pas une vocation à être les leaders, en fait, du mouvement, mais qui peuvent être des alliés, soit, de circonstances, soit à moyen terme, quoi. moi, j'ai l'impression que la en gros, les bases sociales de la FI dans la masse, c'est plutôt des salariés pauvres, salariés précaires, et cetera. Parce que quand on dit l'AFI, les votes de l'AFI dans les quartiers populaires, oui, d'accord, qui vit dans les quartiers populaires? C'est les c'est les salariés pauvres, voilà, les salariés pauvres des grandes agglomérations, pas que. Donc c'est ceux que enfin, ça fait partie des gens que la gauche a vocation à représenter, et si elle ne représente pas, elle a complètement raté, le coche. Donc c'est une alliance entre ça et entre, les intellectuels précaires, en gros, ceux qui ont fait, la vague un peu de retour de la gauche radicale, la première vague dans les années 2010, et cetera. P Pour moi, c'est ces 2 groupes-là qui sont au cœur de la plupart des mouvements de gauche, hein, donc il y a aucune surprise. Après, on a la différence qu'on a avec la France insoumise, c'est qu'effectivement, nous, on met l'accent sur la question de classe, et la France insoumise propose une nouvelle articulation. Ça aussi, ça a été traité dans le débat entre, le député communiste Stéphane Peu et Mélenchon, et ça a aussi été traité dans un article qu'on a publié récemment, sur Nos Révolutions, par Nathan Botreau, qui a proposé une réflexion sur l'articulation entre peuple et classe, en convoquant notamment la pensée de Gramsci. Et en gros, dans lequel il dit le peuple, c'est en gros le prolétariat et son nombre porté, enfin son influence maximale avec, ce que tu dis, les classes avec lesquelles il peut s'allier, et cetera, de manière temporaire ou pas. Et du coup, je pense que c'est important d'arriver à faire dialoguer, de faire entendre les différences et d'arriver à faire dialoguer les différentes traditions politiques. Parce que entre peuple et classe, je pense que, voilà, il y a moyen d'arriver à se comprendre, quoi. D'arriver à faire la traduction, comme, pour des langages voisins mais différents. Et je pense que c'est important parce qu'on a besoin d'une gauche, y compris sur le plan théorique, qui soit solide et qui soit cohérente, avec des différences, mais cohérente. C'est-à-dire que les différents courants puissent se comprendre sans faire en permanence des procès d'intention, et cetera. Tu vois, avec les uns qui diraient: «Oui, mais vous, vous dites classe parce qu'en fait, vous voulez pas prendre en compte le racisme», ou les autres qui diraient: «Oui, mais vous dites peuple, c'est parce qu'en fait, vous voulez faire du populisme démagogique et tout ça». Bon, OK, on n'a pas le temps pour, tous ces débats-là, de prêter des intentions aux uns et aux autres. Il faut qu'on arrive
à se comprendre un minimum. Ouais, Et ouais, et je Et je pense pense aussi. aussi. mais en tout cas, je suis d'accord avec Attends. toi sur le fait que dans le cadre d'une gauche radicale et une gauche populaire qui représente, on va dire, le peuple dans sa diversité, le rôle des communistes, ça devrait être d'incarner effectivement la branche oui, prolétarienne, peut-être syndicale, bon, autant que possible, même s'il y a de la diversité sociale en fait dans tous les partis, et y compris, il y en a beaucoup dans le Parti communiste aujourd'hui. Ouais, et puis, je souscris tout à fait à ce que tu dis, genre, mais j'ai en tête le débat, entre Guillaume Roubaud-Kouachi et Antoine Léaumont là sur Nouvelle République, Nouvelle France. C'était, au final, il me semble qu'à la fin, Roubaud-Kouachi, décrit quelque chose qui est la définition que donne Antoine Léaumont de Nouvelle France au début, et je pense en fait le débat, figer le débat autour de ces expressions, de ces visions un peu floues et assez, inefficaces. Je pense qu'il y a des désaccords entre les filles et nous, de méthode, de lecture heu, matérialiste quoi, du monde et cetera, soit. Mais en fait, rien qui nous empêche de faire en fait un premier pas ensemble, quoi. Hem, heu heu Là, l'idée, c'est de savoir est-ce que, nous, on va aller à la FI ou est-ce que la FI vient au parti? C'est pas la question. Heu, la question, c'est pas est-ce qu'on peut faire un grand parti qui s'appelle, la France communiste? La question, c'est est-ce qu'on peut, on a des points d'accord et des points d'accord, on en a énormément. Hem, c'est pour ça que figer en effet sur, «Ah en fait, Nouvelle France, c'est fumeux, il n'y a pas de définition», et en même temps, Nouvelle République, c'est tout aussi fumeux, enfin, Ça fait La penser base à Star commune. Wars plutôt, mais enfin, la Nouvelle République, c'est laquelle? je sais plus, mais ça me fait penser à Star Wars. Voilà. Mais non, mais du coup, la Nouvelle République, il y a un concept là du parti sur, qui ils en parlent sur la base commune. C'est fumeux, c'est pas ce que ça veut dire, c'est un remake de la troisième. C'est tout est fumeux de toute façon. Mais, Je pense que c'est pour se distinguer un peu de Sixième République. Enfin, Ah c'est oui. des concepts un peu à usage électoral, mais bon, en fait, je pense que sur la question C'est mieux. de faire tomber la Cinquième République, en tout cas, je pense qu'il y a un accord très Ouais. largement partagé dans la gauche de transformation sociale, en gros. Et par contre, le débat qu'on devrait pousser plus tôt, c'est au lieu de dire oui, c'est pas la sixième, c'est la nouvelle ou je sais pas quoi, c'est sixième République, ok, République sociale. Donc, démocratie économique, etc. C'est de pousser au bout la sixième République, au lieu d'essayer de dire oui, nous, notre future République, c'est pas la même. Et surtout aussi d'essayer d'être cohérent et d'être solide au moment où il y a où s'ouvrent des fenêtres dans lesquelles on peut remettre en cause les institutions actuelles qui sont profondément antidémocratiques. Et il y en a eu dans les précédents mouvements sociaux, il va y en avoir encore. Donc c'est bien beau de mettre, oui, on veut une autre république dans notre programme, mais ça ne se passe pas que dans les élections, ça se passe à chaque fois que le peuple français se rappelle au bon souvenir de ses gouvernants. Il faut que là, les partis de gauche soient présents pour dire, nous, on a une solution, voilà, une solution pacifique, démocratique, populaire, et on la met à disposition du peuple et on prend part à la bataille, quoi. Si ça te va, on peut peut-être passer justement, en parlant de Cinquième République et tout ça, on peut peut-être passer à la présidentielle. Ouais. Tu l'as un petit peu évoqué. Euh, donc, je ne sais pas ce que tu penses du paysage. Moi, je voulais dire en deux mots que on a fait, donc dans le texte qu'on défend pour le Congrès, qui s'appelle Communistes à l'offensive, on fait le pari principal, c'est que les grands capitalistes en France, mais en fait dans le monde, en tout cas dans tout l'Occident, ont fait le choix du basculement autoritaire. Et donc, pays par pays, c'est une des grandes questions qui se posent. C'est que pour faire face
à l'essor des mouvements sociaux et démocratiques, ils ont choisi de remettre le couvercle et donc d'aller sur des solutions autoritaires et que c'est Bardella-Le Pen en France la solution que désormais une grande partie de ces capitalistes vont pousser pour 2027 et que du coup un parti communiste qui fait son travail, c'est un parti communiste qui essaie de contrecarrer ce scénario parce que si on aime bien ces capitalistes, si on est donc pro-capitaliste, bah, on essaie de leur faciliter le travail. Donc, on fait des petites candidatures de témoignages ou de division, où on fait, enfin voilà, on essaie donc de les aider, de leur faciliter le travail. Et si on est anticapitaliste, si on est donc communiste, on essaie de faire en sorte de leur barrer la route et donc que leur scénario de rêve ne se réalise pas. Et donc, dans ce texte, on essaie d'être anticapitaliste jusqu'au bout et, on décrit le fait que une des questions essentielles qui va se poser, c'est le rassemblement. Voilà, ce texte, on l'a écrit avec une diversité de camarades qui ont une diversité d'opinions sur ce qui doit se passer en 2027. Mais en tout cas, on converge tous sur cette idée-là, sur cette idée que pour contrecarrer le souhait des capitalistes de faire gagner l'extrême droite, il y aura besoin d'une manière ou d'une autre d'un programme de rassemblement et donc d'une candidature de rassemblement. Et pour ce qui nous concerne, nos révolutions, nous, dans ce rassemblement, on porte l'idée que ça doit être la gauche radicale qui porte ce rassemblement. Parce qu'en gros, si c'est pour continuer avec une gauche qui veut mettre des sparadraps sur la situation actuelle, bon, bah, personne ne va voter pour et donc l'extrême droite va gagner quand même. Bon, et donc, bah, je voudrais avoir ton opinion sur ce que je vais dire là maintenant. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, le paysage politique se dégage plutôt de manière, comment dire? J'ai l'impression que pour l'instant, tout concourt à l'hypothèse qu'on porte selon laquelle la gauche radicale est en bonne posture pour contrecarrer les plans de l'extrême droite, quoi. Parce que on constate que pour l'instant, le centre droite, enfin tous ces gens-là sont toujours autant divisés. Il y a eu un accord, je ne sais pas si tu as vu, entre Édouard Philippe et Gabriel Attal qui disent en gros, on est pré-candidat, mais on se revoit en février pour décider si c'est moi qui me mets derrière toi ou l'inverse. Donc ça, c'est une avancée du rassemblement chez les ex-ministres macronistes. Ça doit être souligné. Et de l'autre côté, on a Retailleau qui, par contre, là, affirme sa candidature. Il y a eu un vote de LR et tout ça. Donc, pour l'instant, tous ces gens-là sont plutôt en train de confirmer leur division. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ce. Et, pardon, pour compléter le tableau, par contre, on a un dernier fait à analyser, à mon avis. C'est le fait que c'est pas du tout clair ce qui va se passer autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et il continue à incarner deux lignes qui sont assez différentes. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a eu toute une opération de com autour du fait que Jordan Bardella serait maintenant en couple avec une des descendantes des Bourbons Sicile ou je ne sais pas quoi. Donc avec des Bourbons, c'est-à-dire avec les descendants des rois de France. J'ai aucune illusion sur le fait que tout ça est un message politique et sur le fait qu'on assiste là aussi, il y a du rassemblement voilà, chez les ex-macronistes, et donc on a du rassemblement du côté des fachos, avec voilà, les anciens amis du GUD et les royalistes qui essaient de converger autour de couvertures autour de photos dans Paris Match. Donc voilà, on a un paysage qui s'affirme, mais avec pour l'instant une diversité de candidatures qui est a priori plutôt une bonne nouvelle, puisque plus nos adversaires sont divisés, plus la gauche peut avoir une chance déjà d'accéder au second tour. Donc de priver une partie de ces gens-là de second tour. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi, enfin, sur ça, je pense qu'il y a, il y a une question d'aussi pourquoi est-ce qu'on pousse, pourquoi est-ce qu'on pense qu'en fait, bon, le rassemblement à gauche, je pense qu'il y a quand même en effet un consensus, même, au-delà en fait de notre texte.
Moi, je vois le texte de stratégie communiste qui a un peu revu son approche des présidentielles, mais qui, en gros, dit: «Bon, bah, si c'est chaud à la fin, on enlève notre candidat et on soutient un candidat, le candidat de la gauche», ou voilà. Moi, je le lis comme ça, qui est quand même de dire que bon, il y a quand même d'essayer d'avoir, un seul candidat et que le rassemblement à gauche, c'est un de nos principaux, moyens d'action, pas enfin de garantie, de modalité, pardon, de modalité pour avoir un impact sur cette présidentielle. Hem et surtout, il y a la question de, en fait, pourquoi enfin, sur ça, moi, la réflexion que j'ai, c'est, hem, moi, mon objectif enfin, l'objectif, je pense, que doit avoir un parti communiste, c'est celui de faire, la révolution pour, faire advenir, le communisme. Je vais pas rentrer dans le débat socialiste, communiste, tout ça, mais dans les grandes règles, dans les grandes lignes et du coup, la question qu'on doit se poser en 2027, c'est comme tu dis, genre, en fait, quelle est la meilleure stratégie pour avancer dans cette direction? Bah, on a le choix de, ne rien faire. Bon, bah, l'histoire nous passe à côté, on tire, on lance la pièce, on voit sur quel côté ça tombe. C'est pas le choix qu'on va prendre, mais bon. Un choix qui est presque similaire, c'est en effet celui de la candidature, du parti. Ce qui s'est passé en 2022, dans lesquels, on bénéficie pendant quelques semaines de la parité des temps de parole et ce qui fait que, Fabien Roussel, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui veut être candidat, enfin, on veut re dans son espoir, il est à nouveau candidat, a un peu de temps de parole entre, février et avril, quoi. Et moi déjà c'est comment ça s'appelle? C'est une perspective que je trouve assez, déprimante et qui, rend compte de l'incapacité du parti à créer aussi, comme elle a pu le faire, à l'époque via l'Humanité, ses propres, en fait, canaux de diffusion de sa pensée, de ses idées et cetera. Mais qui est un sujet aussi, du Congrès. Donc on a ça. Donc faire une candidature, témoin où Fabien Roussel, dit principalement, des takes, SOSDEM et de temps en temps dit marxisme, communisme, socialisme, et voilà quoi. Et l'autre option, c'est de dire: «Bah OK, Ceci dit, il l'a pas dit à il la y a» présidentielle, hein. Il a pas dit marxisme à la présidentielle. voilà. Mais ou révolution. Je sais pas si, j'ai entendu un jour dire révolution. Mais voilà, donc on a un truc, c'est ce que j'appelle la strate Nathalie Arthaud. En effet, ça peut créer beaucoup de tendresse du peuple français vers, Roussel, mais Avec le discours du parti radical de gauche. C'est-à-dire, la C'est République, c'est ça. très important, Ouais. nous ne heu nous serons toujours là pour défendre à chaque fois que enfin, un truc, je suis désolé, de défense du Vas-y. système et d'attaque virulente contre tous les gens qui veulent essayer de le changer. Au bout d'un moment, il faut qualifier, sa ligne personnelle, de et puis même on peut tu parlais du PRG, on peut même parler même du PS. Je me suis infligé la la conférence de presse de Chloé Ridel, là, qui est la coordinatrice à la refondation du projet, du Parti socialiste et qui parle en gros du programme, Vivre libre et à un moment, elle parle de, l'intégration par le travail et notamment, des travailleurs sans papiers, de naturaliser, les sans papiers qui travaillent et moi, j'étais en mode: «Eh, j'ai lu ça quelque part, dans le projet de base commune du parti». Donc je sais pas si on parle de roussellisation du PS ou de socialisation de Roussel. Je sais pas dans quel sens faut le lire, mais en effet, ben, ce serait pour vous défendre un programme qui est, pas, révolutionnaire et surtout et moi c'est ça qui m'énerve dans les gens qui proposent cette voilà, devenir, un outil par lequel la bourgeoisie peut diviser la gauche. Enfin, quand on fait,
moi, je trouve ça hyper intéressant quand il y a eu tout le truc Nouvelle France, avec, le rassemblement, à Saint-Denis et cetera, enfin toute cette séquence-là, heu, le secrétaire national du parti communiste fait une tribune dans Le Monde, le journal, de la bourgeoisie, parisienne, enfin, par excellence, qui en gros vise à dézinguer, la FI, tu vois? Et en fait, moi ça me posait: «Mais c'est quoi le rôle? Pourquoi?» Tu vois? Heu, à quoi ça sert? Est-ce que ça nous sert? Est-ce que ça sert la classe? Est-ce que ça sert, est-ce que ça sert notre capacité à faire que de plus en plus, de prolétaires prennent conscience, de leur rôle révolutionnaire? De faire émerger une conscience de classe, quoi? Non. Et si c'est pour avoir, 6 mois de ça, enfin, là, pour le coup, on serait les alliés objectifs, de la bourgeoisie qui depuis, 2 ans non-stop, 3 ans, enfin, même plus, moi je pensais à la Palestine, mais bâche, bâche la FI, quoi, et l'isole, quoi. Et du coup, pour finir là-dessus, sur pourquoi la FI? C'est que la FI, si elle gagne, parce qu'on pense qu'on peut l'amener à gagner, quoi, ou en tout cas arriver au second tour, hem, en fait, elle peut créer des conditions, pour notre travail révolutionnaire, qui sont, propices, quoi. C'est pas la même chose d'avoir, Marine Le Pen ou Bardella qui arrivent au pouvoir, ou même un Retailleau. Retailleau, on pourra en parler, mais qui sont des premières mesures de présidentielles, c'est des dingueries. C'est pas sous eux qu'on aura de meilleures conditions, à l'émergence, d'un mouvement révolutionnaire. Heu, alors qu'avec la FI, potentiellement, tu vois, c'est déjà s'il y a une constituante et cetera, on crée des conditions beaucoup plus propices, quoi. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans cet arbitrage, quoi. Mais ça paraît quand même complètement dingue d'avoir à la rappeler. Je veux Ouais, dire, c'est fou. la dé Les a l'accélé l'ac C'est l'accélérationnisme, quoi, qui nous guette à gauche, quoi. ouais, ou je sais pas, ou la connerie, ou enfin, ou le non, mais les haines qui se sont développées, les haines idiotes qui se sont développées depuis quelques années, font qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent, qui vont se demander: «Oui, mais alors si c'est le RN face à Jean-Luc Mélenchon, je sais pas pour qui je voterai» ou je sais pas quoi. Mais attendez, là, on parle juste de repères de classe, les plus élémentaires que n'importe quel électeur, qui n'a pas passé 30 ans à militer dans un parti ou je sais pas quoi, est complètement au courant. Je veux dire, on a un problème là de liaison entre la masse des gens et les militants. Tous les militants, on est guettés par ça, hein. D'ailleurs, moi, parfois, je me dis: «Attention, il faut rester, comment dire? Il faut pas partir trop loin des préoccupations, des gens avec qui on vit et cetera». Mais là, c'est vrai qu'on a quand même un problème. On a le congrès du parti communiste qui arrive. On a besoin que ce congrès et que les militants communistes soient vraiment en prise avec ce que disent la masse des gens et la masse des gens de gauche. Notamment, et pas que, et de ceux qui pourraient voter à gauche et de ceux qui pourraient, et même de ceux qui pourraient pas voter, mais qui se sentent proches de ces idées-là, et cetera. Enfin, on a besoin d'être proche du peuple, quoi. Et donc ce que tu dis, ça j'ai réalisé pendant que tu le disais, mais c'est quand même dingue qu'on ait besoin de rappeler que, Marine Le Pen à l'Élysée, c'est pas la même chose que Mélenchon à l'Élysée. C'est dire le la distorsion de la réalité où on est arrivé, quoi. Et moi, je voulais dire une autre chose par rapport à la présidentielle de 2027, c'est que évidemment, tous les arguments, tout plaide quand on est de gauche, quand on est communiste, tout, absolument tout plaide pour trouver le chemin d'un rassemblement autour d'un programme, voilà, d'un programme le plus offensif possible et d'un programme de compromis autour d'un accord sur toutes les circonscriptions, aux élections législatives et autour d'une candidature à la présidentielle. Avec chacun qui conserve ses différences, qui peut défendre ses propres idées, mais qui défend une démarche commune
pour battre l'extrême droite, la droite et gagner la présidentielle, voilà et gagner les élections tout simplement et ensuite, bah, continuer le combat parce que rien sera terminé et ça sera encore extrêmement dur et cetera. Mais comme une le prendre comme une étape importante. Bon, si on n'est pas convaincu par ces arguments-là, qui sont quand même les principaux, il y a quand même le fait que, parce qu'il y a aussi des pour certains communistes, le souci, c'est l'influence organisationnelle. C'est-à-dire qu'ils mesurent la pertinence d'une stratégie à, bah, voilà, combien ça fait gagner d'élus, combien ça fait gagner de militants et cetera. Je pense que raisonner de cette manière, présente quand même, raisonner uniquement de cette manière, ça a des fortes limites parce que ça peut conduire à des réflexions complètement opportunistes pour essayer de zigzaguer entre les élections pour gagner des élus et cetera. Bon, mais même si c'est ça la boussole, il est évident qu'il faut aboutir à un rassemblement et en premier lieu, il faut aboutir à un rassemblement avec, la France insoumise. C'est l'évidence même parce que on sait ce qui va se passer et tu le disais tout à l'heure, sur, le fait que pour l'instant, voilà, il y a plusieurs candidatures, ça vivote un petit peu, mais plus on va avancer, plus le choix va être clair et de toute évidence, Heu, si on veut un rassemblement à gauche, la France insoumise est un partenaire, de 1er plan et qu'on peut pas sous-estimer puisque, en tout cas pour ce qui concerne le candidat Mélenchon, il avait déjà été sous-estimé en 2017, il avait été encore sous-estimé en 2022. En 2022, il y a plein de gens qui expliquaient: «Non, non, non, mais de toute façon, c'est complètement impossible qu'il atteigne le second tour». Bah, visiblement, c'était quand même dans l'ordre du possible et là, les mêmes personnes recommencent. Donc je pense qu'il faut pas leur faire confiance, parce que je pense que, elles se trompent, et donc voilà, il faut arrêter de faire des prédictions quand on est à chaque fois, quand on se vautre absolument systématiquement et que du coup, la question pour le parti communiste, c'est est-ce que on passe plusieurs mois à essayer de faire comme si enfin, à faire la danse du ventre, à dire: on n'y va pas» ou se dire, faire une analyse effectivement de classe comme tu disais tout à l'heure, de dire: «Voilà, l'intérêt, de notre classe actuellement, c'est de barrer la route à l'extrême droite et c'est d'essayer d'enfoncer un coin dans le système présidentiel en essayant de remporter la présidentielle et les législatives et donc nous, on y est prêt à telle et telle condition programmatique» et ça, en fait, c'est le plus court chemin pour se retrouver avec non pas 50 circonscriptions comme Roussel nous a c'est le résultat de la politique Roussel, c'est, sur 577 circonscriptions, bah, 50 dans lesquelles il y a un candidat communiste, pour en avoir 150 ou 200, qui est un élément important parce que ça veut dire, 150 ou 200 endroits dans lesquels, le candidat du rassemblement de la gauche, c'est une candidature communiste dans laquelle évidemment on peut davantage développer nos idées, davantage avoir de bon et tout ça, c'est dans le cadre d'un rassemblement. Donc quelle que soit la focale qu'on prenne, que ça soit une focale vraiment politique, d'intérêt de classe ou que ça soit une focale vraiment organisationnelle, tout pousse et tout va pousser de façon grandissante au fait qu'il faut aller vers un rassemblement de la gauche. Voilà ce que je voulais dire en complément de ce que Ouais, mais tu as raison, je pense, moi, il y a 2 2 éléments, moi, ou que je voudrais adresser, qui reviennent sur ce que tu dis un peu, mais qui viennent de discussions avec des camarades. Il y a, d'abord, ce que moi j'appelle les big brain moves, qui est de dire: «Oui, en fait», c'est ce que tu reviens sur les atermoiements de: est-ce qu'on va le faire tout de suite? Est-ce qu'on le fait en octobre? Oh, est-ce qu'on le fait au dernier moment quand on pense que c'est opportun? Quand on pense qu'en fait, on aura, build le meilleur rapport de force?» Ou en gros, c'est de dire: «Oui, en fait, il faut qu'on sorte les chlasses et qu'on soit tous, avec, le couteau sous la gorge de l'autre et que c'est que comme ça qu'on peut avoir une négociation qui, en gros, soit favorable aux communistes». Moi, je pense que c'est déjà, c'est pas vrai. Moi, je pense justement, il faut se i moi, je vois la situation différemment. Mon analyse de la situation, c'est, aujourd'hui, la France insoumise, elle est extrêmement isolée dans le paysage politique français. Elle est isolée en partie à cause de l'abandon du parti communiste français.
Enfin, je prends l'exemple dont des nouvelles trahisons sont faites chaque semaine, j'ai l'impression, mais sur la question de la Palestine, le parti, il a tellement traîné la patte et la FI, ils sont tellement pris des sauces, sur cette question-là et qui a quand même, engrangé, tout cette espèce d'acharnement contre eux et je pense que la FI, elle est isolée et aujourd'hui, si on veut que notre, camp social gagne et a fortiori, la seule personne qui peut faire gagner ce notre camp social, c'est la FI, quoi. Hem, Attends, je me gratte le doigt. Hem, donc si on veut faire gagner, il faut une union et du coup, il faut montrer aussi, aux électeurs, parce que là, on parle quand même aussi un peu de strate électorale, quoi, malheureusement. Il faut aussi montrer qu'il y a un bloc de gauche, quoi, qui est pour, la lutte contre le capitalisme, pour, des programmes sociaux ambitieux et cetera, de la démocratie, généralisée, que ce soit, la démocratie politique ou, au travail et cetera. Et du coup, ça, en fait, il y a un besoin, tu vois? L'élément dans le rapport de force, c'est qu'on ait cette force externe qui peut, en fait, montrer aussi au reste, du peuple que, en fait, ouais, il y a un objectif et on est prêt à entre guillemets, enfin, on est prêt à discuter ensemble, quoi, pour arriver à remplir cet objectif. En tout cas, cette ce 1er, objectif qui est la question de la présidentielle et ensuite les législatives. Et donc du coup, moi je pense qu'on a assez d'éléments entre guillemets «de rapport de force» maintenant pour négocier avec la FI. Même négocier, moi j'aime pas ce mot-là parce que, l'idée c'est pas d'aller négocier des comment ça s'appelle? 3 sièges et cetera. Non, non. Moi l'ambition que j'ai pour cette campagne, c'est OK, comment est-ce que dès aujourd'hui, on crée un mouvement populaire extrêmement large qui en fait, va monter en puissance pendant les 12 prochains mois, heu et en fait va être victorieux et du coup, moi je pense qu'il faut pas se dire: «Oh, quand est-ce qu'on pourra les mettre tellement dans la merde qu'ils seront obligés de nous prendre?» parce qu'en fait, ce que ça la seule chose que ça va faire, c'est que ça va diviser pour les années encore à venir notre camp social et en fait, neutraliser en fait toute possibilité, d'avancement par des voies, électorales quoi. Qui sont pas attention, moi je pense pas que c'est, le seul moyen de le faire, au contraire, mais je pense que c'est un bon moyen aussi de mettre le pied aux luttes quoi, d'une certaine façon. Et surtout, être dans une dynamique positive. Et ça cette question de la dynamique positive, de dynamique de campagne, elle revient sur la question du renforcement du parti. Où, moi j'entends sur Twitter et cetera: «Oui, vous voulez, allez rejoindre la FI quoi, si vous voulez faire sa campagne». Et je trouve que c'est une vue extrêmement limitée parce que il faut quand même moi j'ai le souvenir, j'ai adhéré en 2014 et j'ai adhéré aussi sous l'impulsion du Front de gauche. Comme beaucoup de camarades, hem, où, quand on était à la JC a été en dynamique, pendant le Front de gauche. Est-ce qu'on a réussi à garder tous ces gens-là? Non et je pense que c'est important d'en tirer les enseignements. Mais en tout cas, moi je me souviens, ce que c'était d'être dans des orgas qui étaient en dynamique et je pense qu'il faut pas sous-estimer la capacité de la présidentielle à le faire et à le faire de façon massive et large. Heu, Parce que bon là, je pense qu'il y a un des problématiques qu'on a au parti, c'est que le peu de renouvellement qu'on a est un renouvellement assez peu divers. Heu, enfin, si les gens adhèrent pour le PCF de Roussel, ça nous pose, beaucoup de questions. Pour nous qui voulons, qui avons des problèmes avec la direction qu'a pris le parti sous Roussel. Mais il y a Hem, aussi des gens donc qui voilà, donc adhèrent, en prenant au sérieux, parti communiste. Donc, ils adhèrent pour des motifs, mais bien sûr, i c'est sûr qu'il y en a pas eu beaucoup ces dernières années et forcément et puis il y a eu aussi des départs et cetera. Mais, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la dimension positive. En fait, il y a tous ces gens-là qui se transforment en espèce de sociologues, du RN et tout ça en disant: «Oui, mais l'ascension, ils sont extrêmement puissants, gna gna gna». Oui, bon, ouais, commençons, ils ont effectivement des bases sociales, mais ils ont aussi une stratégie qui est adaptée par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ils sont pas en train tous les 4 matins
de chier sur les gens avec qui ils se sont alliés 48 heures plus tôt. Parce que c'est ça quand même le bilan au niveau de la gauche, c'est qu'il y a eu plusieurs fois des alliances de toute la gauche qui ont été unanimement saluées, à part 2 ou 3 grincheux, mais sinon tout le monde était content dans les bases populaires et pas que, de la gauche, de la NUPES, du NFP. Et en fait, à chaque fois, ces alliances ont été brisées. Ensuite, il y a eu, ils ont dit pique-pendre, on l'a encore vu au municipal, c'était où certains socialistes de droite ont dit pique-pendre de l'AFI après avoir fait des alliances avec eux, donc c'était ridicule. Et le RN arrive à avoir une certaine constance. Alors pas dans les propositions, hein, parce que ça, mais en tout cas, il arrive à afficher le fait que voilà, il a une constance, il continue à défendre les mêmes, du point de vue des gens, hein. Il défend des positionnements et à chaque fois, il dit: «Voilà, on est en train de progresser». Du côté de la gauche, il y a plein de gens qui sont à chaque fois en train de dire: «Oui, c'est terrible, on n'a jamais été aussi faible, la gauche est toute mouillée» ou je sais pas quoi. Là, de toute mouillée, on représente 30. Mais c'est pas avec ce discours-là qu'on peut attirer des gens et d'autant plus si, comme tu dis, on mène une campagne présidentielle de grincheux, quoi, en disant: «Oui, gna, 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 mais on n'est pas d'accord avec eux parce qu'en 1992, ils ont fait ceci, ils ont fait cela». Non, le fait d'aller mener une campagne présidentielle, comme tu dis, pas, d'aller, négocier, mais pas uniquement pour dire, «Ouais, combien on en aura» ou je sais pas quoi, mais négocier pour dire: «OK, comment on organise une campagne conquérante où chacun fait sa part de travail?» Et ça, ouais, je suis convaincu par ce que tu dis. Ça peut avoir, on peut vraiment faire quelque chose de bien et on peut avoir des dizaines de milliers d'adhésions parce que pendant qu'on faisait, que la direction du parti faisait n'importe quoi et tout ça, on a la pendant ce temps, le monde, il a continué à évoluer et il y a des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui ont, noué, renoué avec les idées communistes pendant ce temps. Et donc les idées communistes connaissent une vitalité que, on n'a pas vue depuis, je pense, des décennies. Alors, des idées communistes assez diverses, voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et pour lequel on peut, revivifier considérablement le parti communiste, pour peu qu'on ne soit pas en train de jeter des pierres sur la principale force de gauche qui se trouve être, d'inspiration partiellement marxiste et radicale et très proche de nos propositions. C'est évident que si on jette des pierres sur ça, on jette aussi des pierres sur les idées que porte un nombre considérable de jeunes qui pourraient nous rejoindre. Donc c'est vraiment ce verrou-là qu'il faut faire sauter. Là, je suis d'accord. Ouais et puis tu parlais d'idées, en effet, je pense que, quand tu regardes sur les 10 dernières années, le la place des idées à marxistes ou à, marxistes, adjacentes quoi, à moi je vois je ma jauge c'est internet quoi. Il y a de plus en plus de gens qui parlent, de marxisme et cetera sur internet. Bon, soit, mais la question c'est pas une question d'idées, c'est aussi une question d'organiser. C'est en fait, qui organise tous ces gens-là? Est-ce que c'est l'AFI? Moi, je pense que un des grands échecs de l'AFI, c'est de ils ne construisent pas une orga, quoi. Ils construisent des groupes d'action qui sont assez, gazeux, qui voilà, il y a pas, il y en a parfois, il y en a dans certains arrondissements. Moi, je suis à Paris, mais parfois, il y en a dans d'autres et cetera. C'est pas une orga, quoi. C'est des groupes de personnes qui sont plus ou moins structurés et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai une énorme confiance dans la capacité du parti à se renforcer pendant ce genre de présidentielle. C'est parce qu'en fait, bah, il y a des camarades partout en France, qui sont formés, qui ont une expérience militante et en fait, qui vont donner à tous ces gens-là, en fait, une maison, quoi. Heu, pas au sens littéral, parce que c'est pas qu'un local, mais en tout cas, voilà, à qui ils vont donner, en fait, des moyens de s'organiser sur long terme, des outils que, aujourd'hui, malheureusement, la FI n'arrive pas à avoir. Donc moi, j'ai assez confiance dans notre capacité à nous renforcer. Tout à Hem, fait d'accord là-dessus. Je crois qu'on l'avait abordé dans un précédent podcast avec Manel et Hugo. C'est le fait que, bon, l'AFI fait ses choix, c'est un de nos points de désaccord avec eux, sur le fait que, voilà, ils construisent pas une organisation, ils construisent un mouvement, donc avec tout ce que ça implique et qui a des
côté un peu lessiveuse parfois. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps plein de gens qui entrent et puis il y a plein de gens qui ressortent parce qu'ils n'ont pas trouvé forcément ce qu'ils y attendaient. Et du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Le fait de leur proposer, enfin de dire voilà, nous on vient dans cette campagne-là, on agit, on contribue avec ce que nous sommes, c'est-à-dire un parti peut-être plus classique, plus structuré, mais qui du coup propose d'autres formes de mécanismes de structuration, de prise de responsabilité progressive, de formation, enfin qui sont différents et donc bah, voilà, les gens peuvent tester et puis s'ils préfèrent ça, et je pense que oui, on peut vraiment faire œuvre utile de ce point de vue, quoi. Et puis surtout pour les mettre en mouvement, au-delà des élections. Je pense que c'est aussi un des points qu'on abordait dans le texte, Communisme partout. C'était l'idée d'après laquelle il ne fallait pas, et tu en parlais peut-être un peu au début, mais il ne fallait pas adosser en fait, la vitalité et le succès, du parti à ses résultats électoraux. En fait, heu, la révolution n'attend pas les échéances électorales. Non, pas uniquement, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est uniquement. Donc mon point, c'est de dévier de ça et en fait de proposer aux gens, dire: «OK, bah, les élections, c'est fini. Comment est-ce qu'on continue à faire vivre, en fait, nos idées?» Donc comment est-ce qu'à la fois, bah, en fait, on te permet on aide ces gens-là à mobiliser d'autres personnes dans d'autres cadres? Comment est-ce qu'y compris ces gens-là amènent aussi leur expérience, de classe. Par exemple, quand il y a des camarades, qui adhèrent au parti, qui en fait, viennent de secteurs qu'on ne connaît pas, ou qui sont, je sais pas, livreurs Uber ou travaillent dans la logistique, bah, ils amènent aussi des perspectives nouvelles, d'expertise, de leur réalité, de prolétaires, de capacité d'organisation, de mise en mouvement d'autres personnes. Et en fait, pour moi, c'est ce qui va faire que les gens, vont aller au parti. C'est que nous, on donne cette perspective-là, on l'a fait depuis, on est quel jour aujourd'hui? Depuis 106 ans, hem et qui sera essentiel, pour en fait, créer, les bases d'un mouvement révolutionnaire et c'est les gens, qui s'intéressent à la politique. Souvent, j'avais la discussion avec un collègue, aujourd'hui, mais souvent la question c'est: «Ah ouais, moi les idées, je suis à fond et tout, mais bon, dès qu'il y a en action, c'est compliqué». Dès que, bah, en fait, il y a, un arbitraire patronal, violent, bah, c'est compliqué. Dès que, il y a des actions qui requièrent du courage, quoi, sans vouloir le dire enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est difficile et souvent la solution, bah, c'est le collectif. Et en fait, faut construire ces organisations et nous, on est les seuls à aujourd'hui, en tout cas, à avoir l'expertise de l'avoir fait et de pouvoir le continuer à le faire, quoi. Hem voilà. Je pense à ça et puis Que on n'a pas la vue sur tout et donc parfois il y a des endroits où la France insoumise s'est structurée en fait dans les faits un peu plus comme, une organisation classique. Il y a Révolution permanente qui s'est aussi construit ou le NPA mais en tout cas moi, je parle d'organes de masse. Moi, je parle d'organes de masse. D'organes avec des centaines de milliers de personnes. ah, oui, bah, en tout cas, ouais, nous on est On plus n'y dans est pas, toutes mais les centaines de milliers. Mais en tout cas, mais on a l'expérience. ce que je voulais dire, c'est qu'à l'état soit embryonnaire, soit à l'échelon local, il y a plein d'expériences, différentes. Mais Mmh. en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que, le parti communiste est une pièce essentielle de ce dispositif-là. Dans la politique, en gros, révolutionnaire ou en gros dans la gauche radicale, on reste malgré tous les dégâts qui ont été faits par plusieurs années de politique, sectaire, on reste effectivement, une des forces, les plus structurées et du coup, c'est un drame si cette force-là, cette structuration-là, elle n'est pas mise au service de la victoire de la gauche de Ouais. rupture à l'élection présidentielle et des prochaines luttes et tout ça. Du coup, ouais, je pense que c'est vraiment la tâche qu'on a dans ce congrès et dans tous les débats qu'il va y avoir autour, c'est donner à voir les possibilités de dire: «Mais si, c'est possible de gagner la présidentielle, et c'est possible pour commencer d'accéder au second tour.
Mais si c'est possible de gagner un certain nombre de luttes, si c'est possible de faire des dizaines de milliers d'adhésions, c'est possible d'être beaucoup plus offensif et de gagner un certain nombre de luttes. Mais pour ça, il faut déjà y croire et il faut prendre les décisions qui le permettent. Je pense que c'est ça vraiment le défi. Peut-être on peut terminer là-dessus. Pour moi, c'est ça le Ouais, défi mais principal du Congrès, quoi. C'est que les communistes se disent, parce qu'il y en a plein qui peuvent être d'accord avec ce qu'on dit, mais ils vont dire non, ça arrivera jamais, donc il vaut mieux faire notre petite candidature pépère à la présidentielle ou faire je sais pas quoi, comme ça, au moins on sait ce que c'est, quoi. Et donc c'est d'arriver à les convaincre, et peut-être ce genre de vidéo peut y contribuer, que si, si, vraiment, l'univers est devant nous, on peut, enfin, on n'a rien à perdre, quoi. Allons-y. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, moi c'est le défaitisme de: «Ah mais de toute façon il perd Mélenchon au deuxième tour». Et qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? La cam une campagne, la politique c'est dynamique, on peut tout faire et défaire. Tu vois, on parlait des outils qui sont à notre disposition. Moi, bah, là, peut-être qu'on rentre dans la fiction, dans les histoires qu'on se raconte avant d'aller dormir, mais qui parfois, je pense, peuvent être, des sources, des sources d'imaginaire positif et qui nous font, aller de l'avant. Mais, hem, tu vois, moi, j'imagine le lancement d'une campagne présidentielle à la fête de l'UMA avec, toute la gauche, anticapitaliste, sur la grande scène où en fait, des dizaines de milliers de personnes, rentrent chez eux et se mettent, en mouvement, commencent à s'organiser, commencent à parler autour d'eux, dans leurs entreprises, aux syndicats, qu'ils adhèrent, au parti ou à la FI, en tout cas qui se mettent en mouvement, qui s'engagent et je pense on on a tous les outils pour faire, une campagne qui est pas que du: «Oh là là, les fascistes sont au pouvoir», mais en fait, alors oui, les fascistes, sont au port du pouvoir, mais en tout cas, la seule façon de les vaincre, c'est en proposant quelque chose qui est frontalement opposé à leur vision et qui est, positif, quoi. Moi, je ne crois pas, ouais. Ça me va totalement ton image là. Je propose qu'on la retienne, hein, de la fête de l'UMA où on lance, une grande campagne présidentielle, d'union. Et oui, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui peuvent se bouger si, tu sais, ce sentiment de: «Non mais moi j'y vais si c'est vraiment pour de vrai, quoi». Enfin si, et ouais, si on arrive à envoyer ce sentiment de détermination et de dire: «En fait, cette fois-ci, on va faire péter la banque». C'est-à-dire, non seulement le RN va pas être au pouvoir, mais en plus, on va infliger une des pires défaites, depuis je sais pas quand d'ailleurs. On va infliger aux capitalistes la pire défaite qu'ils ont jamais connue, en fait. Ils vont devoir ils vont être pris entre un mouvement social puissant, éduqué, mobilisé, et un gouvernement de gauche radicale, qui va remettre les pendules à l'heure et engager, oui, la sortie du capitalisme. En tout cas, je pense essayer. qu'il Et je pense que si ouais, on mais c'est ce niveau d'ambition-là qu'il faut mettre pour que tous les gens mmh. qui sont anticapitalistes en vrai, qui n'aiment pas ce système et tout, si on veut que tous ces gens-là se bougent, c'est ce niveau-là de détermination qu'il faut afficher, quoi. Donc je suis totalement d'accord avec ton, je propose qu'on le mette voilà, qu'on le mette au vote des congressistes. Mais je pense que c'est important. Après, je pense il faut déjà commencer, en fait, à avoir cette discussion et c'est aussi moi un de mes reproches de la direction actuelle, c'est qu'en vrai, heu, parce qu'ils ont pas envie et en disant: «Oui, oui, oui, mais il y a le congrès», ils n'engagent pas ces discussions, parce que c'est des discussions qui prennent du temps et qui nécessitent aussi de ce temps-là, quoi. Mais je pense que ça doit être notre boussole. C'est notre boussole de dire comment est-ce que parce qu'en vrai, enfin, c'est quand même faut se le dire, c'est un des plus gros leviers du parti communiste. C'est un moment où il y a, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes passent sur la fête, et où, on les a là et on peut leur parler, on peut dans un environnement qui est, voilà, bienveillant, propice, tu vois, aux discussions, qui est la fête de l'humain, quoi. Bon après avant une certaine heure, voilà. Mais, mais oui, oui, je pense qu'il faut pas avoir de petites ambitions,
Et puis, voilà, est-ce que, moi, j'ai pas envie de dire, au pire s'il se passe pas ça si, Jean-Luc Mélenchon gagne et on abat la cinquième République et on a une constituante et en fait on gagne que ça, bah, c'est un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais en fait, c'est à nous de créer les conditions pour que ça ne s'arrête pas là, quoi. Heu, Dans les moments enfin, dans tous les moments de crise politique et sociale, la pièce, elle tombe toujours d'un côté ou de l'autre, hein. Ça reste jamais suspendu dans le vide comme ça, donc dans les faits, soit on arrive à arracher une politique démocratique, sociale et écologique et cetera et donc on va au bout, soit, bah, oui, il y a le risque aussi que ça soit, la réaction la plus noire et cetera mais, l dans la période de crise dans laquelle on vit, il y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Enfin, on le voit d'ailleurs dans les y compris dans les résultats des élections. C'est plus il y a plus de demi-mesure, possible. ouais et je pense qu'il faut pas perdre, ouais et puis, je pense aussi il y a, moi je suis, de toute façon on continuera à avancer. Que la pièce tombe d'un côté ou de l'autre, on sera là, on se mobilisera. En fait, ça s'arrête la vie ne s'arrête pas à une défaite, quoi. Heu, mais ah bien sûr, mais souvent en fait pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de communistes sont en mode: «Ah mais de toute façon en fait, les risques qu'on gagne, sont pas, sont maigres, quoi». Ouais, enfin frérot, le risque que la révolution, arrive un jour, enfin la probabilité qu'elle arrive un jour, si tu fais rien, elle est nulle, quoi. Si tu fais quelque chose, elle augmente. Mais la politique, c'est aussi ça, c'est marcher vers, un objectif, heu, donné et en fait, bah, ne pas arrêter de marcher, quoi. En marche. Non, mais je pense qu'il y a ça, il y a cette idée de, heu et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très optimiste, de dire: «En fait, on a cette perspective-là, elle peut nous aider à avancer vers notre objectif révolutionnaire, on va tout faire pour. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, on prendra autre chose et on continuera, on continuera, on continuera, on continuera jusqu'au bout et en fait, on s'adaptera aussi aux changements, des réalités matérielles parce qu'y compris, en fait, si, Mélenchon arrive au pouvoir, par exemple, bah, ça va donner lieu à des événements que, personne ne peut encore lire dans des boules de cristal et on s'adaptera et s'il faut adapter aussi la lutte à des conditions heu, de légalité différentes ou à des environnements internationaux différents, on le fera et je pense que c'est ça aussi d'être communiste, quoi. C'est de penser que, 1 la politique peut tout et d'être convaincu, que le communisme, doit advenir et le faire advenir, quoi. Bah, sur ces bonnes paroles, je propose qu'on clôt, l'entretien et qu'on se retrouve très bientôt, pour un nouvel épisode.